Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat a examiné hier une proposition de loi sur les droits des travailleurs numériques. Le texte visait à encadrer l'ubérisation du travail, texte qui a été rejeté hier soir, mais on va en parler avec l'auteur de la proposition de loi, la sénatrice socialiste des Landes, Monique Lubin. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Et puis cette semaine, vous l'avez vu, nous sommes dans les Vosges. On s'intéresse à l'économie de la neige. Aujourd'hui, direction la Bresse. On parlera des canons à neige, une nécessité face au manque d'enneigement, mais qui pose des questions en matière d'écologie. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. On va parler des municipales et d'une circulaire qui fait du bruit. Christophe Castaner a demandé au préfet de ne pas attribuer de couleur politique aux candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. On va en débattre. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 16 janvier. La grève à la SNCF et à la RATP me paraît sans issue et n'a que trop duré. Déclaration d'Édouard Philippe hier à l'issue du séminaire gouvernemental. Mais les syndicats ont d'ores et déjà annoncé une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera le vendredi 24 janvier, jour de la présentation du texte en Conseil des ministres. Ségolène Royal, visée par une enquête du parquet national financier sur ses frais d'ambassadrice des pôles. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a répondu hier sur notre antenne « La justice n'est jamais dans le temps du règlement de compte politique. C'est un principe fondamental ». Et puis si vous possédez un livret A, sachez que son taux va baisser. Il passera de 0,75 à 0,5% au 1er février. C'est le niveau le plus bas de son histoire, annonce faite par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Il en sera de même pour le livret de développement durable et solidaire. Et on va débuter avec la sénatrice du jour, élue des Landes, qui siège dans le groupe socialiste. Bonjour Monique Lubin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de votre proposition de loi examinée hier sur ces droits des travailleurs numériques. Mais d'abord l'actualité. On va commencer par Ségolène Royal. Enquête ouverte sur Ségolène Royal, sur ses frais d'ambassadrice des pôles par le parquet national financier. Un poste dont elle a été limogée. Vous êtes socialiste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que la justice doit faire son travail, tout simplement. Et que si une enquête est ouverte, voilà, elle dira ce qu'elle a à dire, elle démontrera ce qu'elle a à démontrer. Pas forcément voilà. Un limogeage politique, selon vous, ce limogeage de Ségolène Royal ? On peut se poser des questions sur le calendrier, mais bon, voilà. Moi, ça ne m'émeut pas plus que ça. Allez, on va passer à un autre sujet, cette réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation annoncée donc le 24 janvier prochain. C'est le jour de la présentation du texte en Conseil des ministres. Alors qu'Édouard Philippe a redit hier que la grève lui paraissait sans issue, qu'elle avait trop duré. Est-ce que vous vous appelez encore à la poursuite de cette grève ? Bien sûr. Bien sûr, et ce que j'aurais aimé, c'est que le secteur privé se joigne au secteur public, parce que cela conforte le message que veut faire passer le gouvernement, à savoir que ceux qui font grève aujourd'hui sont ceux qui veulent protéger de soi-disant avantages et que les autres ne sont pas concernés, alors que cette réforme des retraites, elle aura des conséquences désastreuses pour tous les salariés. Alors, bien sûr, elle en aura pour les salariés du public qui ne protègent pas des régimes spéciaux qui sont en voie d'extinction quand même. Il faudrait l'expliquer. On oublie d'expliquer tout ça. Mais elle aura des conséquences désastreuses pour les salariés. Vous n'êtes pas opposé à la suppression de ces régimes spéciaux ? Je ne suis pas opposée à la suppression de ces régimes spéciaux. Je trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. Mais c'est un faux débat, tout simplement, parce que, par exemple, le régime de la SNCF, on sait que depuis le 1er janvier 2020, il n'existe plus. Donc, pour moi, c'est un épouvantail. Voilà, c'est un épouvantail qu'on agite et qui n'est qu'un prétexte. Voilà. Est-ce que pour vous, le fait qu'Édouard Philippe suspende l'âge pivot, l'âge d'équilibre du texte pour le moment, fait que c'est un abandon de la réforme, comme le dit le président du Sénat, Gérard Larcher ? Alors, d'abord, l'âge pivot n'est pas abandonné.
Ça, c'est un leurre, c'est un effet d'optique. Et en termes de communication, je trouve Édouard Philippe effectivement assez bon parce qu'il a réussi à faire, dans certains milieux du moins, à faire valider l'idée que l'âge pivot avait disparu alors qu'il n'a absolument pas disparu. Les partenaires sociaux ont jusqu'à fin avril pour trouver 12 milliards d'euros, excusez-moi du peu, et s'ils trouvent ces 12 milliards d'euros, il n'y aura pas d'âge pivot immédiatement, mais il y aura un âge pivot de toute façon pour les générations futures. Quant à trouver 12 milliards d'euros avec l'encadrement qui a été donné par le Premier ministre, c'est quasiment impossible. Donc je considère que cet âge pivot peut ressurgir même pour les générations qui vont partir immédiatement à la retraite dès la fin du mois d'avril. Et vous considérez que la conférence de financement aboutira forcément à des mesures d'âge, comme le dit Édouard Philippe? Mais c'est ce qu'il veut, le Premier ministre. C'est bien ce qu'il dit. Quand il dit ça aboutira forcément à des mesures d'âge, c'est parce qu'il veut des mesures d'âge et que depuis le début, il n'assume pas. Et il essaie de faire passer les choses différemment. Mais au final, ce que veut le gouvernement, c'est retarder l'âge de départ à la retraite. Et que c'est un piège pour les syndicats, cette conférence de financement? L'idée de la conférence de financement peut être une bonne idée, à la condition d'abord qu'elle ait du temps pour travailler, ensuite et qu'elle serve à mettre tout à plat et qu'elle serve à réfléchir à de nouveaux modes de financement pour notre système de retraite pour les 20 à 30 ans qui viennent. Mais une conférence de financement dont le seul but est de trouver 12 milliards d'euros d'ici fin avril, c'est plus qu'un piège. Je ne vous dirai pas le mot qui me vient à l'esprit. Oh, vous pouvez nous le dire, allez-y. Non. Conférence de financement qui aura lieu au moment où le Parlement va examiner le texte. Il arrivera en commission à l'Assemblée le 3 février, en séance le 17 février. Est-ce que pour vous, il aurait fallu faire une pause dans le processus législatif? Moi, je pense qu'il faut abandonner cette réforme. Donc je vais même au-delà de la... Alors bien évidemment, pour rejoindre, vous me posiez la question tout à l'heure, ce qu'a dit le président du Sénat, il y a effectivement aussi quelque chose de particulier dans ce projet de réforme, c'est que on va demander au Parlement, le gouvernement va demander au Parlement de se prononcer sur un sujet à trous. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses ne seront pas actées et elles seront ensuite actées par ordonnance. Si j'ai bien compris, 23. Alors hier, le Premier ministre avait beau nous dire que d'autres projets de loi sur les retraites avaient été aussi travaillés par ordonnance. C'est absolument faux. La loi Touraine, il y en avait deux, dont une qui concernait les régimes de Mayotte notamment. Donc là, il faut quand même que les Français entendent bien. Il ne s'agit pas d'une simple réforme de retraite comme on a pu en voir ces 15 dernières années. Il s'agit de la mise à bas de notre système actuel, de la création d'un nouveau système qui n'est absolument pas chiffré par le gouvernement, c'est-à-dire c'est un saut dans l'inconnu extraordinaire. Cette réforme des retraites, elle pose aussi la question du travail des seniors. C'est un sujet sur lequel vous avez travaillé, oui, sur lequel vous alertez depuis longtemps. Est-ce que pour vous, le gouvernement n'a pas pris suffisamment la mesure de la situation sur ce sujet? C'est évident. C'est évident. D'ailleurs, il s'intéresse à l'emploi des seniors maintenant. La ministre Muriel Pénicaud a demandé un rapport qui lui a été remis avant-hier par des personnes d'ailleurs qui avaient demandé à nous auditionner. René-Paul Savary, mon collègue sénateur et moi-même qui avons donc établi ce rapport sur l'emploi des seniors. Il s'y intéresse maintenant après avoir décidé que les Français devraient travailler plus longtemps. Lorsqu'on sait que 52% des Français seulement sont aujourd'hui en activité avant l'âge de 62 ans. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a un gros problème au niveau de l'emploi des seniors dans ce pays, tout le monde le sait, et qu'on met la charrue avant les bœufs, c'est une évidence. Et pourtant, on va regarder ce que disait le 25 avril dernier Emmanuel Macron. C'était lors de sa conférence de presse à l'issue du grand débat. On va voir cette phrase, je la cite. « Alors, on va dire maintenant, il faut passer à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois ne sont plus bons pour vous. C'est ça la réalité. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travailler plus longtemps. » Qu'est-ce que vous dites, Emmanuel Macron? Il a changé d'avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du président de la République. Moi, ce que je constate, c'est qu'il nous avait dit qu'il ferait de la politique autrement et que c'est une cacophonie extraordinaire. Vous vous rendez compte, cette déclaration, elle n'a même pas un an.
Elle n'a même pas un an. Comment voulez-vous que les Français puissent faire confiance à un gouvernement et à un exécutif qui est capable, en l'espace de moins d'1 an, d'affirmer tout et son contraire de cette façon? Et Emmanuel Macron, depuis, vous l'avez remarqué, il est quand même particulièrement silencieux. Ça serait bien qu'il vienne s'expliquer sur son changement de stratégie. Pour vous, il doit parler sur ce sujet de cette réforme des retraites? Je trouve, alors on a pu lui reprocher parfois de ne pas assez parler. Je trouve que là, il s'en tire assez facilement. Voilà. Lui qui parle à tort et à travers, parfois, il faut bien le dire, ce serait bien qu'il exprime quand même une vision claire. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement n'en a pas, c'est évident. Mais après les propos que vous venez de répercuter, lui non plus n'en a pas visiblement. Sur cette question du travail des seniors, puisqu'on est sur ce sujet, vous vous réclamez de faire de ce sujet une grande cause nationale. Est-ce que les entreprises aussi, elles doivent changer le regard qu'elles portent sur le travail des seniors? Ce sont d'abord les entreprises qui doivent changer leur regard. Les entreprises et les Français en général. Moi, déjà, je dis que le simple terme de senior, dès lors qu'on a à peine passé 50 ans, ça pose un problème. Ça veut bien dire que dans notre esprit, quelque chose ne fonctionne pas. Un senior, normalement, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, qui n'est plus en situation de travailler. Or, on l'applique en matière de travail aux personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, c'est vraiment un problème. Et je voudrais d'ailleurs dire que le président du MEDEF, qui n'arrête pas de nous seriner en nous disant « vous vivez plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps », eh bien, chiche qu'ils disent à ces entreprises « allez, on se met au travail ». Comment fait-on pour garder nos personnes de plus de 50 ans dans l'emploi? Comment fait-on pour avoir un plan de recrutement pour toutes les personnes de plus de 50 ans qui n'ont plus de travail? Et vous dites qu'il faut anticiper plus en amont cette seconde partie de carrière. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans les entreprises? Ah non. Moi, je vais vous citer un exemple qui m'a été rapporté localement. Celui d'un salarié d'une grande enseigne de meubles et d'électroménager qui a 50 ans, qui depuis l'âge de 20 ans porte du poids, qui aujourd'hui est en arrêt maladie, qui perdra probablement son emploi parce qu'il est victime de troubles musculo-squelettiques qui ne lui permettront pas de continuer ce travail-là. Et dans cette entreprise, dans ce grand groupe qui pourtant emploie des personnes qui ont ces fonctions depuis très longtemps, rien n'est prévu. Alors qu'on sait très bien que quelqu'un qui est soumis à des charges lourdes au bout de 30 ans ne peut plus accomplir ce travail-là. Allez, on va parler d'un autre sujet, c'est votre proposition de loi qui était examinée au Sénat hier sur les droits sociaux des travailleurs numériques. On va en parler avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Ariane, bonjour Madame Lubin. Bonjour. Et vous allez donc nous parler Steve de la proposition de loi déposée par Monique Lubin qui vise à encadrer l'ubérisation du travail. Sommes-nous vraiment libres lorsque nous vendons nos services sur une plateforme numérique type Uber ou Deliveroo? Voilà la question un peu philosophique que pose un texte au nom quelque peu barbare. Proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques. Les travailleurs numériques, en clair, eh bien, ce sont vos livreurs de repas, vos chauffeurs VTC ou encore ceux qui s'occupent de recharger vos trottinettes électriques en libre service. Ce texte, Madame la sénatrice, vous l'avez déposé au Sénat. Il a été débattu hier en séance publique. Son objectif est d'encadrer juridiquement le recours à ces travailleurs précaires utilisés par les grandes plateformes numériques. Il serait jusqu'à 200 000 rien qu'en France à vendre leur force de travail via ces sites internet et ces applications. Les chiffres d'affaires de ces plateformes sont en constante progression. Pour vous donner un ordre d'idée, Uber a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars. C'était seulement 495 millions de dollars en 2014, Oriane. Alors Steve, que contient cette proposition de loi présentée hier? Alors un seul article, les travailleurs qui utilisent ces plateformes devront être des entrepreneurs salariés ou des associés d'une coopérative d'activité. La coopérative d'activité, pour résumer, c'est une entreprise fondée sur la solidarité et le mutualisme. Le travailleur bénéficie de la protection sociale du salariat tout en profitant de la liberté d'un indépendant. Ce texte, ou plutôt cet article, était donc discuté hier en séance. Ceux qui s'y opposent mettent en garde. Attention, ce texte risque d'aboutir à une hausse des prix pour les clients et représente donc à terme une menace pour l'activité des indépendants. Pour Muriel Pénicaud, eh bien, le texte passe aussi à côté de la diversité des situations individuelles. Écoutez.
Les utilisateurs de plateformes ne sont pas tous des travailleurs précaires ou des auto-entrepreneurs qu'il faut accompagner dans le lancement de leur activité. Certains sont des travailleurs freelance, en bon français, très qualifiés, ou des travailleurs indépendants bien installés qui recourent aux plateformes pour trouver leurs clients. Adhérer à un projet coopératif ne répond pas forcément à leurs aspirations. Et cette proposition de loi, Steve, elle a été rejetée hier. Oui, le Sénat a rejeté le texte, mais le débat sur ces travailleurs précaires n'est pas terminé pour autant. En septembre dernier, le groupe communiste avait lui aussi déposé une proposition de loi pour offrir une protection à ces travailleurs précaires. Il sera examiné dans les mois qui viennent, Oriane. Merci beaucoup, Steve. À tout à l'heure pour la revue de presse. Monique Lubin, ces travailleurs du numérique, ils ne sont pas assez encadrés juridiquement pour vous? Ils ne sont pas encadrés du tout. Enfin, pour moi, c'est un sous-prolétariat et c'est un retour au tâcheronnage qu'on a pu connaître au début du XXe siècle. Et c'est aussi bafouer toutes les règles sociales qui ont été mises en place pour protéger les salariés, les travailleurs, depuis le début du siècle dernier. Alors, je ferai remarquer d'ailleurs, j'ai entendu là le passage que vous avez montré, la remarque de la ministre. J'ai présenté à la suite un amendement pour effectivement restreindre la portée de ce que nous proposions, parce qu'il y a des plateformes de mise en relation qui n'utilisent pas de personnel et donc qui ne sont pas concernés par ce que nous dénonçons. Donc j'ai présenté un amendement qui a d'ailleurs été adopté pour que notre proposition se contienne à ceux comme Deliveroo et Uber, pour ne pas les citer, qui utilisent des personnes pour livrer ou apporter un service. Et enfin, nous avons auditionné un certain nombre de ces personnes qui occupent ces emplois-là. Nous savons qu'ils travaillent dans des conditions parfois terribles, il faut quand même le dire, que tout est géré par des algorithmes, qu'ils sont sous une pression permanente. Quand vous les voyez dans les grandes villes, à Paris notamment, avec leurs sacs sur le dos, en vélo, vous n'avez pas besoin de beaucoup de discours pour comprendre quelle est la dangerosité de leur métier. Je voudrais dire aussi, vous avez signalé l'augmentation du chiffre d'affaires d'Uber, je crois. Oui, Uber, on va le rappeler, voilà. Chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars en 2018 contre 495 millions en 2014. Il faut quand même savoir que ces entreprises ne sont pas bénéficiaires. Elles lèvent des fonds. C'est-à-dire que lorsqu'elles disent « Ah oui, mais si tout d'un coup on applique toutes les lois, si on applique toutes les cotisations sociales, ça sera plus rentable. » Ah ben alors déjà, ça veut dire que la rentabilité, elle se fait sur le dos des salariés. Ça me pose quand même un sacré problème et politique et philosophique. Et puis de toute façon, ça veut dire aussi que si réellement elles appliquent tout ça, donc elles appliquent le prix, le vrai, elles n'auront plus de clients parce que ça deviendra trop cher. Et donc ça veut dire que ces entreprises n'ont pas leur raison d'être. Une entreprise, c'est une structure qui doit générer des profits, qui doivent servir à investir, à créer de l'emploi, entre autres, et ainsi de suite. Ça n'est absolument pas le cas de ces plateformes. Juste rapidement, le texte a été rejeté hier, on l'a dit. Qu'est-ce que vous allez faire désormais pour avancer sur ce sujet? Alors en fait, pour nous, au groupe socialiste et républicain, et pour mes deux collègues Nadine Grelet-Certenais et Olivier Jacquin, c'est le début d'un processus. Il y a déjà la proposition de loi de nos collègues du CRCE, qui vont proposer visiblement autre chose. Donc ça sera intéressant. Il y a aussi une mission d'information de la Commission des affaires sociales avec des collègues de la majorité sénatoriale qui vont aussi faire tout un travail. Tout ça permettra de continuer le débat déjà au Parlement. C'est très très important d'amener ce débat au Parlement. Moi je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle soit votée, je savais qu'elle ne le serait pas. Mais l'objectif c'est d'amener le débat au Parlement. Et ensuite nous allons organiser, nous au niveau du groupe, un travail et notamment un partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Eh bien, on suivra tout ça. Vous savez, Monique Lubin, tous les jours dans cette émission, on se rend chez nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, on va aller à l'Alpe d'Huez. On va retrouver nos partenaires du Dauphiné Libéré. Bonjour Clément Berthet, journaliste au Dauphiné Libéré, dans un cadre plutôt sympathique sur les pistes de l'Alpe d'Huez, puisque vous allez nous parler du Festival international du film de comédie qui a lieu cette semaine donc à l'Alpe d'Huez.
Exactement. Bonjour, je vous offre un petit peu de fraîcheur et de belles montagnes derrière moi. Le Festival de comédie d'Alpe-d'Huez, il a été créé en 97 et il est considéré aujourd'hui comme le plus important festival de comédie en Europe. En fait, il y a beaucoup de festivals de cinéma, mais peu de festivals de comédie. Tous les acteurs et réalisateurs qui sont présents l'ont signalé. Mais s'il est le plus important, s'il est considéré comme le plus important, c'est aussi parce qu'il révéla de nombreux films. Je pense à Bienvenue chez les Ch'tis. Danny Boone l'a présenté en premier ici. On ne pense pas du tout que ça allait faire un carton à l'époque et ça l'a été. On peut également citer Première étoile de Lucien Jean-Baptiste ou également Tout ce qui brille de Géraldine Nakache. Voilà. José Garcia, le président du jury, l'a dit hier. Il faut faire très attention aux films qui passent à Alpe-d'Huez parce que c'est souvent des cartons en salle après. Et puis c'est un grand festival parce qu'il y a un casting 3 étoiles carrément. Je pense à Michel Larocque qui était là hier soir, donc Danny Boone le premier soir. Et puis ce soir, on aura la visite d'Isabelle Huppert qui présentera une comédie de Jean-Paul Salomé qui s'appelle La Daronne et qui a l'air assez sympathique. Au casting, effectivement, est-ce que faire de la comédie dans ce contexte social de crise, de manifestation, de grève, c'est possible ? Il faut savoir qu'ici, malgré le cadre, on n'est pas du tout dans une bulle. José Garcia, dans une interview qu'il nous a accordée et qui paraît aujourd'hui dans nos éditions, l'a précisé, il a été assez ferme là-dessus. Il ne veut pas que ce soit un festival de l'entre-soi. Il a dit on est conscient de tout ce qui se passe, on est conscient qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des luttes, qu'il y a des problèmes sociaux. Et il veut se servir de la comédie justement pour donner un peu de bonheur aux gens. Il a dit je veux que ce soit le festival de bonheur. La comédie, si on arrive à donner 5 minutes de bonheur par jour, eh ben on aura tout gagné. Il a dit, moi, quand j'étais petit, c'était pas forcément évident dans notre famille, on avait quelques soucis, mais la comédie, le rire, nous permettait de s'échapper un petit peu. Il a même eu un discours assez politique, assez social, puisqu'il a dit, pour moi, le cinéma, c'est vraiment un lien social, c'est-à-dire qu'on rentre dans une salle de cinéma, on rit, on est ensemble, on est tous ensemble, et il y a une vraie cohésion. Discours vrai plutôt politique, qui s'est quand même, je vous rassure, terminé en grand éclat de rire parce qu'il a terminé en disant avec tout ça, si je ne suis pas élu président un de ces jours, ça sera bizarre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de José président qui sont scandés à l'Alpe-d'Huez. Et d'ailleurs, c'est le titre que vous avez choisi pour l'interview de José Garcia, qui est donc à lire dans les pages du Dauphiné Libéré. On va voir la une de votre journal, Clément, sur un tout autre sujet, violence policière, le malaise. C'est donc à la une aujourd'hui du Dauphiné Libéré. Merci Clément d'avoir été avec nous ce matin et bon festival du film international de la comédie à l'Alpe-d'Huez qui a donc lieu cette semaine. Exceptionnellement, on va avoir un deuxième duplex aujourd'hui. Monique Lubin, après l'Alpe-d'Huez, on va se rendre à Lyon. On va parler d'un tout autre sujet. Vous allez le voir, on va retrouver cette fois nos partenaires du Progrès. Bonjour Sébastien Calmar, vous êtes chef d'info au desk central du Progrès. Tout autre sujet, je le disais, beaucoup moins léger. Vous allez nous parler du procès de l'ex-père Prénat que vous avez longuement suivi. En effet, depuis le début de la semaine, dans le Progrès, donc dans le journal papier et sur le progrès.fr, sur le web, nous suivons de manière assidue, en direct toute la journée, le procès de l'ancien prêtre, qui est entre guillemets l'événement judiciaire de la semaine à Lyon, qui durera jusqu'à demain, vendredi, fin du procès demain. Bernard Prénat, donc, a aujourd'hui 74 ans. Les faits qui lui sont reprochés devant le tribunal correctionnel remontent à une trentaine d'années. On parle d'ancien prêtre d'ailleurs, car il a été défroqué, c'est-à-dire qu'il a été renvoyé de l'état clérical à l'état laïque par le tribunal ecclésiastique en juillet dernier. À l'origine de l'affaire, en 2015, il y a la plainte d'Alexandre Aizé, c'est l'une de ses anciennes victimes. Ce dernier n'est pas partie civile cette semaine au palais de justice de Lyon, car dans son cas, les faits sont prescrits. Et en tout, il y a 10 plaignants cette semaine au tribunal sur les 35 victimes recensées du père Prénat lors de l'information judiciaire ouverte en 2016. Et Alexandre Aizé n'en reste pas moins l'un des acteurs majeurs du dossier Prénat, puisqu'il a cofondé en décembre 2015 l'association La Parole Libérée, dont l'écho dans les médias, on le sait, a été énorme à l'époque et l'est toujours d'ailleurs. Et le Progrès suit bien sûr les débats lors de ce procès, débats qu'on imagine éprouvants. Oui, en effet, c'est très éprouvant comme semaine et comme audience. La première journée a été reportée de lundi à mardi pour cause de grève des avocats. Et depuis, les témoignages se succèdent depuis mardi matin à la barre. Donc, et ces témoignages sont pour la plupart extrêmement poignants. Donc les victimes, mais l'accusé aussi se livre dans ce procès. Hier, il a fait lui-même des révélations. Il a parlé d'une lettre qu'il a adressée à l'actuel archevêque de Lyon,
3 jours avant son procès, donc la semaine dernière, et ce courrier liste des agressions sexuelles qu'il a lui-même subies de la part de plusieurs prêtres dans son enfance. Au-delà des cas terribles et tragiques des personnels dans ce procès, le tribunal analyse donc l'omerta au sein de l'Église, en fait, qui a laissé le prêtre agir à sa guise pendant 20 ans, entre 71 et 91, alors que des signalements étaient faits par des enfants en détresse et des parents en souffrance. Donc la semaine est assez dure, en effet, oui. Et vous parliez de cette omerta, c'est une omerta qui a coûté cher au cardinal Barbarin. En effet, oui, c'est un dossier parallèle à celui-là, mais qui est indissociable de ce procès. Le sort de Philippe Barbarin est étroitement lié à cette affaire, puisqu'il a été lui-même jugé pour non-dénonciation des crimes commis par le père Prénat, et il était poursuivi par citation directe d'ailleurs de la parole libérée dont on a parlé tout à l'heure. Et le cardinal Barbarin est écopé de 6 mois de prison avec sursis en mars 2019. Il a fait appel et la décision de cet appel sera rendue dans pas longtemps, le 30 janvier. Voilà, merci beaucoup. Merci à Sébastien Calmar d'avoir été avec nous et le procès de l'ex-père Prénat est donc bien sûr à suivre dans vos colonnes du Progrès. On va voir la une du Progrès aujourd'hui, consacrée là aussi à un autre sujet consacré aux violences urbaines, notamment à Vaux-en-Velin. Merci beaucoup Sébastien Calmar d'avoir été avec nous. Monique Lubin, on va regarder ensemble la revue de presse de votre département des Landes avec Steve Jourdain. Et Steve, le journal Sud-Ouest, qui fait sa une sur la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Oui, dans les Landes, les avocats qui rendent visible leur colère. Une partie des 75 inscrits au barreau de Dax sont manifestés devant le palais de justice, 7 jours après avoir entamé un mouvement de grève à l'appel du Conseil national des barreaux. La mobilisation se poursuit. Les avocats critiquent leur changement de régime, un régime qui était jusque-là, Oriane, indépendant et excédentaire. Et on va rester à Dax, on va parler du premier village Alzheimer de France qui va ouvrir ses portes. Oui, une ouverture prévue au mois de mars. C'est Agoravox qui nous l'apprend. Alors le concept existe déjà ailleurs, notamment aux Pays-Bas. Alors l'institut est situé à 2 km de Dax. Il accueillera bientôt les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. L'objectif, c'est de maintenir les malades au sein d'un cadre sécurisé en tentant de préserver leur mode de vie antérieur, Oriane. Et on va terminer avec les municipales. Oui, c'est une page qui se tourne. Le maire de Yishux a annoncé qu'il se retirait de la vie politique. 40 ans de vie publique tout de même. Marc Ducom ne se représentera pas donc aux élections du mois de mars prochain. Madame Lumin, une réaction peut-être, je crois que ce n'est pas le seul maire qui tourne la page dans votre département. Comme dans d'autres départements, nous avons effectivement un certain nombre d'élus qui prennent leur retraite d'élus, si je puis dire. Marc Ducom ou d'autres sont des figures dans notre département, des gens qui sont au service de leur commune depuis 40 ans, d'autres même un petit peu plus. Voilà, donc ce sont des pages qui se tournent et de très très beaux exemples d'engagement au service des autres. Eh bien, merci beaucoup. Merci Steve. Merci Monique Lubin d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il est avec nous. Avant de l'entendre, on va écouter Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Elle était hier au micro d'Alexandre Poussard lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Elle est revenue sur l'enquête ouverte sur Ségolène Royal par le parquet national financier pour ses frais d'ambassadrice des pôles. On écoute Nicole Belloubet. Oui, avec Nicole Belloubet. D'abord, une question d'actualité très courte. Le parquet national financier vient d'ouvrir une enquête contre Ségolène Royal au lendemain de son licenciement en tant qu'ambassadrice des pôles. Certains parlent de règlement de compte politique. Écoutez, la justice n'est jamais dans le temps du règlement de compte politique. Ça, c'est un principe fondamental. Et donc, il n'y a de ce point de vue-là, du point de vue judiciaire, aucun règlement de compte politique. D'accord, vous êtes clair. On va parler de la réforme des retraites, puisque le gouvernement vient de lâcher du lest face à la fronde des avocats qui vont conserver leur régime autonome de retraite. C'est la suppression des régimes spéciaux. Non, vous avez fait une croix dessus ? Non, pas du tout. Ce que nous avons clairement dit, c'est que au sein du régime universel, qui de manière générale apporte des avantages indiscutables en termes d'équité, en termes de justice sociale, les avocats pourront conserver la gestion de leur caisse
de la caisse dont ils disposaient auparavant. Et ça, c'est évidemment un point fondamental, c'est-à-dire qu'on reconnaît les spécificités de leur mission, on reconnaît l'histoire de leur profession, en leur laissant la gestion de leur caisse autonome. Mais c'est dans le cadre du régime universel, évidemment. Donc ils vont toujours avoir deux régimes, le régime général universel et un régime autonome. Comme beaucoup de professions dont on reconnaît les spécificités, les singularités, c'est le cas par exemple des surveillants de prison, c'est le cas également des policiers. Toutes ces professions ont des spécificités. Elles se traduisent par des questions liées à la dangerosité, à la pénibilité. Là, pour les avocats, nous disons que en reprenant les contraintes du régime universel, ils auront la possibilité de gérer leur caisse de manière autonome. Avec des cotisations propres pour leur régime. Alors, il y aura évidemment des cotisations qui seront des cotisations au taux national, c'est-à-dire le taux de 28%. Mais d'une part, nous disons que pour aller vers ce taux de manière très progressive, nous avons dit que la période de transition pourrait être d'une quinzaine d'années. Il y aurait également une diminution des cotisations hors retraite. Donc nous prenons en compte le réel, l'existant aujourd'hui, pour conduire progressivement les avocats dans le régime universel. Et finalement, les avocats appellent à la poursuite de la grève. Vous le regrettez ? Oui, je le regrette parce qu'il me semble qu'avec les éléments dont nous venons de parler là et d'autres encore, que je ne peux pas ici détailler devant vous, nous avons par exemple évoqué le fait que des avocats qui ont des revenus annuels de 32 000 €, nous devions mesurer quel était l'impact de l'entrée dans le régime universel pour ces avocats-là et le cas échéant prendre des mesures d'accompagnement. Donc au-delà de toutes ces propositions, il me semble que au fond, les avocats devraient prolonger le dialogue avec nous et non pas prolonger la grève. Donc pour vous, cette grève doit cesser ? Oui, bien sûr. Et notre invité politique ce matin, c'est Olivier Dussopt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Yann. Bonjour Monsieur le ministre. On va commencer, Olivier Dussopt, par l'affaire Ségolène Royal. Ségolène Royal limogée de son poste d'ambassadrice d'EPO. L'enquête ouverte par le parquet national financier sur ses frais d'ambassadrice. On le rappelle que vous apparteniez au Parti socialiste. Vous la connaissez bien, Ségolène Royal. Vous avez soutenu sa campagne en 2007. Comme tous les socialistes. En tant que socialiste. Est-ce que Emmanuel Macron a fait une erreur en la nommant à ce poste ? Ségolène Royal est une personnalité politique et elle représentait aussi un engagement en faveur de l'écologie. Aujourd'hui, la seule question qui vaille, c'est lorsqu'on est ambassadeur et qu'on porte la voix du gouvernement, lorsqu'on porte la voix de l'État, on ne peut pas se permettre d'avoir un positionnement qui est un positionnement politique et pas un positionnement lié à la fonction. Il y a des principes et la décision de changer d'ambassadeur pour l'EPOL est une décision logique. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas du mal à gérer entre guillemets, les grandes gueules de la politique ? Je ne pense pas que ce soit la question, en tout cas que ça ne se pose pas comme ça. L'essentiel, c'est d'être efficace et deux, que chacun tienne son rang et que chacun tienne son rôle en respectant les fonctions qu'on occupe les uns les autres. Mais vous qui la connaissez bien, est-ce que vous êtes surpris par tout ce qui se passe ? Je ne peux pas dire non. Non. Je ne peux pas dire ni non ni oui. Je ne la connais pas si bien que ça d'abord, sauf vous l'avez côtoyée, vous avez travaillé avec elle au Parti socialiste. Ça ne vous surprend pas ? Travailler avec elle, en tout cas moins étroitement que d'autres. Je ne suis qu'à moitié surpris. Allez, on va passer à la réforme des retraites, Julien. Gros morceau, évidemment. Le président du Sénat, Gérard Larcher, jusqu'avec la décision du compromis sur l'âge pivot, il ne reste plus finalement de projet de réforme des retraites qu'une réforme à point. On va dire, est-ce qu'il reste encore une réforme universelle quand on voit toutes les concessions qui ont été offertes ? Et on parle encore de Nicole Belloubet qui a offert des avantages, en tout cas des formes de concessions aux avocats récemment. Le système que nous mettons en place est un système universel. Et je m'explique en 2 mots. D'abord, c'est un système dans lequel l'ensemble des actifs, du privé comme du public, vont cotiser. Et tous ces actifs qui vont cotiser auront une cotisation qui rapportera le même niveau de pension, tout en tenant compte soit de la pénibilité, soit de caractéristiques mais pas de certains métiers. Pas le même minimum contributif, par exemple, parce que pour les avocats, a priori, ils vont avoir la garantie d'avoir un minimum contributif plus important. Je vais compléter si vous voulez bien. Je dis un système universel auquel tout le monde est affilié, avec une retraite qui a le même rendement pour chaque point cotisé, le même niveau de pension. Nous faisons en sorte de prendre en compte 2 types de spécificités. Des spécificités liées aux métiers qui sont exercés. C'est la raison pour laquelle nous considérons que les policiers, les douaniers, la branche surveillance, les surveillants pénitentiaires doivent pouvoir continuer à partir plus tôt
vu le risque qu'ils encourent dans leurs fonctions. C'est la raison pour laquelle je travaille avec les organisations syndicales pour mesurer la pénibilité dans le secteur public, ce qui n'est pas le cas, et Muriel Pénicaud améliore aussi cette mesure dans le secteur privé. On va revenir sur et puis cette après, question il y a de la une deuxième pénibilité. spécificité. Vous évoquez une profession en particulier. Certaines professions se sont organisées depuis longtemps avec des éléments de protection supplémentaires et des surcotisations. Lorsque vous évoquez la question des avocats, Nicole Belloubet le dit, les avocats seront affiliés au système universel. Et à côté de cela, ils conserveront des outils autonomes de protection renforcée, leur permettant, parce qu'ils surcotisent, d'avoir des outils particuliers. L'un n'empêche pas l'autre. Nous construisons un système universel et il y a des spécificités à prendre en compte pour quelques professions, certaines professions, et puis il existera, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, des outils de protection complémentaires que les professions, les branches professionnelles peuvent organiser. La question qui agite les débats, c'est cette question de l'âge pivot, suspendue pour le moment du texte par Édouard Philippe, mais est-ce que finalement cet âge pivot, il va revenir d'une manière ou d'une autre dans cette réforme? Moi, je ne veux pas ni préjuger ni préempter les conclusions de la conférence de financement. La conférence de financement, elle porte deux messages qui sont très forts à nos yeux. Premier message, c'est que les partenaires sociaux, et notamment les organisations syndicales réformistes, ont dit il y a maintenant une dizaine de jours que oui, il y avait une question de financement du système de retraite, l'actuel système comme le système à venir. Et que oui, ils étaient prêts à en discuter pour garantir un équilibre à moyen et long terme, puisque eux-mêmes, comme nous, considèrent que l'équilibre financier du système de retraite est à la fois un gage de solidité, de durabilité, c'est aussi un gage de justice, puisqu'on ne reporte pas la charge, comme on le fait depuis 30 ou 40 ans, sur les générations suivantes. Et puis, il y a un deuxième message, qui est celui de la confiance que le gouvernement fait au dialogue social et de notre ouverture. Dans la loi telle qu'elle a été rectifiée, dans l'avant-projet de loi tel qu'il a été rectifié, nous avons listé l'ensemble des hypothèses de travail. Toutes ne seront pas retenues. Toutes n'ont pas le soutien du gouvernement. Nous ne voulons pas, par exemple, modifier l'âge légal d'ouverture des droits et donc l'âge légal de départ à la retraite. Mais si nous disons aux partenaires sociaux que nous souhaitons qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent explorer toutes les pistes et nous faire des propositions, il faut que le champ soit le plus large possible. Et donc, laissons-les travailler. Si, vous l'avez quand même restreint, le champ. Pas de baisse des pensions, pas de hausse des cotisations, pas de hausse des cotisations. Nous ne voulons pas alourdir le coût du travail, nous l'avons dit, puisque c'est un des critères de la compétitivité, c'est un des axes forts de la politique que nous menons, mais aussi de la politique de l'offre qui avait été initiée depuis 2013, il faut le rappeler. Par contre, laissons les partenaires sociaux travailler. Le chef du gouvernement l'a dit, Édouard Philippe l'a répété, si les partenaires sociaux ne proposaient pas de mesures d'équilibre, nous prendrions nos responsabilités, tout en nous inspirant d'ailleurs de leurs travaux, de leurs échanges. J'ai une conviction, c'est qu'ils y arriveront. Mais est-ce que vous Ils l'ont croyez... déjà fait sur Agir Carco, il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce que vous croyez, comme le Premier ministre, que la mesure d'âge, de toute façon, va revenir d'une façon ou d'une autre au sein de la conférence de financement? Quand on parle de mesure d'âge, il y a toute une palette de mesures qui sont envisageables. Alors ça peut être quoi? Ce qu'ont fait les organisations syndicales et patronales en 2015 sur Agir Carco, lorsqu'ils ont pris un certain nombre de mesures sur la régulation de l'augmentation ou du rythme d'augmentation du point, lorsqu'ils ont instauré des décotes temporaires autour d'un âge d'équilibre, puisque ça s'appelait pas comme ça à l'époque. La proposition de Richard Ferrand, je crois, de faire une décote temporaire de 3 ans entre 62 et 64. Des sujets portés, poussés par le président de l'Assemblée nationale. Ce sont des mesures d'âge. Et donc quand on dit mesure d'âge, il y a toute une palette de mesures possibles ou éventuelles. Je le répète, la conférence de financement va se réunir, l'État va évidemment y participer, puisque les employeurs publics représentent un actif sur 5 dans le nouveau système, et donc il est normal d'y participer, de même qu'il est normal que l'État participe à ces travaux et à ces discussions, dans la mesure où beaucoup des dispositifs de solidarité, pension de reversion, droits familiaux, sont d'ores et déjà financés par l'État aux côtés des partenaires sociaux. Prenons un petit peu de temps pour que le débat soit posé parmi les membres de la conférence de financement, et surtout faisons confiance à cet outil et à ce dialogue. Mais justement, en parlant de temps, on est dans un calendrier qui est très restreint. Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, demandait à ce que les travaux de la conférence de financement s'achèvent avant le début des débats à l'Assemblée, qui sont prévus à partir du 17 février. Le groupe LR n'a qu'une obsession. C'est reporter l'âge légal de départ à la retraite et de faire une mesure paramétrique comme ils ont fait en 2010 et comme ils avaient fait précédemment. Ça n'est pas notre optique. Ça n'est pas notre objectif. Et plutôt que d'avoir des obsessions sur le report de l'âge légal de départ à la retraite, ils devraient accorder leur violon entre eux. Puisque l'obsession, c'est quand même d'avoir tous les éléments en main quand on est député pour essayer de juger d'une réforme. Je vais aller au bout. Les parlementaires seront évidemment informés, seront partie prenante de tous les débats. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est que la conférence de financement se réunisse, que les négociations ouvertes autour de la pénibilité, autour de la gestion des fins de carrière, autour du minimum contributif, puissent avancer et mettre à profit
la navette parlementaire, ce que nous permet la procédure parlementaire, des amendements du gouvernement, des amendements du Parlement, le travail sur un certain nombre d'ordonnances qui sont prévues dans le texte, le travail sur les décrets d'application, dans la concertation aussi, en saisissant les instances les plus compétentes pour cela, de manière à ce que chacun soit informé. Mais vous trouvez ça normal que les parlementaires examinent un texte dont ils ne connaissent pas finalement le financement? Les retraites, c'est pas rien, c'est 14% du PIB. C'est 13,8% du PIB, vous avez raison, c'est un engagement financier qui est important, qui au passage permet le financement du système que nous mettons en place et permet son équilibre. Là où il faut que nous puissions avancer, c'est sur le financement des mesures de transition, notamment lorsqu'il y a revalorisation salariale. Il y a dans le texte les éléments qui permettent de garantir l'équilibre, notamment en listant les hypothèses et en prévoyant le recours à un certain nombre d'ordonnances. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, tout ça sera affiné évidemment. Et on peut considérer, ou en tout cas faire le constat, que oui, nous proposons une méthode un peu particulière qui consiste à tisser, à entrelacer les travaux du dialogue social et les travaux des débats parlementaires. Et je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour la qualité du texte qui engage autant d'acteurs lorsque le système universel sera mis en place. Monsieur le ministre, on se rappelle qu'en 2010, vous faisiez partie des 120 parlementaires socialistes qui avaient refusé une mesure d'âge dans le cadre de la réforme des retraites. Pourquoi cette fois-ci, finalement, la mesure d'âge devient essentielle? Ce que nous avons refusé en 2010, c'est le report de l'âge légal de départ à la retraite, qui était un report à l'aveugle, et j'étais très heureux ensuite de permettre les départs anticipés pour les carrières longues, ce que ne prévoyait pas 2010. Très heureux aussi d'avancer, avec des imperfections que nous avons corrigées, sur la prise en compte de la pénibilité, ce que ne permettait pas suffisamment la loi de 2010. Il y a une grande différence entre l'âge d'équilibre et le recul de l'âge légal de départ à la retraite, y compris dans les conséquences sur les questions de départ anticipé d'un certain nombre de professions que j'ai citées tout à l'heure. Et donc, nous cherchons aujourd'hui à la fois un équilibre, et il faut, parce que c'est pour nous un outil de responsabilité, et nous cherchons aussi à prendre en compte de manière plus individuelle le déroulement des carrières, la spécificité des fonctions exercées, la pénibilité, pour y revenir, de manière à pouvoir. On va y revenir, mais juste, vous dites qu'il y a une différence. Est-ce qu'il y a tant de différence que ça? Est-ce que, en disant aux gens, vous pouvez partir à 62 ans, mais vous aurez une pension de retraite moindre, vous ne les poussez pas à travailler jusqu'à 64 ans? Il y a évidemment un encouragement. Et aujourd'hui, la question de l'âge pivot, puisque vous reprenez cette expression, en tout cas vous la décrivez, est soumise à la conférence sociale. Il y a une différence parce que l'âge légal de départ à la retraite, c'est vraiment l'âge auquel vous pouvez commencer à ouvrir les droits, aussi imparfait soit-il. Si on regarde le système tel qu'il existe aujourd'hui, vous avez un âge légal de départ à la retraite, mais vous avez aussi un autre âge couperet, qui concerne 120 000 personnes par an, dont 80 000 femmes. C'est l'âge de suppression de la fameuse décote. C'est 67 ans. On a 120 000 personnes par an qui travaillent jusqu'à 67 ans, parce qu'ils ont une carrière, souvent elles ont une carrière incomplète, et qu'elles savent qu'elles auront, ou ils savent, une retraite incomplète, mais en plus il y aura une décote sur cette retraite incomplète. Avec la méthode que nous proposons, certes il y a un encouragement à travailler un peu plus longtemps, ce qui correspond à la réalité des choses. Le départ effectif à la retraite est déjà autour de 63 ans, mais il y a aussi le fait de ramener de 67 à 64 ans l'âge de suppression de la décote et de permettre à 120 000 personnes par an, dont 80 000 femmes, de partir plus tôt qu'aujourd'hui avec une retraite de meilleure qualité. Tout ça, encore une fois, la question se porte sur le financement, mais pour être totalement transparent, normalement, le gouvernement devrait fournir une étude d'impact pour comprendre les enjeux financiers qui sont liés à cette réforme. Quand est-ce qu'elle va enfin atterrir sur les bureaux des parlementaires? Le Conseil des ministres sera saisi du texte et l'ensemble des documents d'accompagnement explicatif, y compris les études d'impact, le 24 janvier. Et la procédure fait qu'une fois le Conseil des ministres saisi, une fois qu'il a validé le texte, le Parlement peut être saisi avec les documents afférents. Donc nous avons les choses dans l'ordre. Donc avec ces études d'impact, on va parler... Donc le 24 janvier. Tous les textes présentés au Conseil des ministres sont accompagnés des études qui sont prévues par la Constitution. On va parler de la pénibilité. Les syndicats de fonctionnaires, notamment CGT, FO Solidaires, ont boycotté les réunions bilatérales prévues avec vous cette semaine sur cette question de la pénibilité. Rien n'est négociable, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je travaille avec ceux qui veulent avancer. Et parmi les 9 organisations syndicales, 6 me rencontrent cette semaine pour évoquer la question de la pénibilité. Aujourd'hui, la pénibilité n'est pas prise en compte dans la fonction publique. Vous avez des agents publics qui sont exposés à un des 6 facteurs ou à plusieurs des 6 facteurs de pénibilité et qui n'ont aucune prise en compte, aucun avantage, aucune contrepartie. Les organisations syndicales, 6 sur 9, me font des propositions. Certaines sont des points de désaccord parce que nous sommes dans la discussion. D'autres sont des points sur lesquels nous pouvons avancer. Nous avons dit que nous étions ouverts à un travail pour améliorer la définition des fameux critères. Le Premier ministre a dit par exemple que le fait de devoir faire minimum 120 nuits par an pour être reconnu comme travailleur de nuit
pouvaient être revus à la baisse pour couvrir plus de personnes. Hier, les organisations syndicales réformistes, je pense notamment à la CFDT, à l'UNSA, m'ont indiqué qu'ils souhaitaient une réflexion sur ce qu'on appelle les polyfacteurs. C'est un peu technique, mais ce sont des agents publics, mais c'est valable dans le privé, qui sont exposés à plusieurs facteurs de pénibilité, mais jamais suffisamment pour pouvoir en valider un et en déclencher un au sens des règles actuelles. Certains m'ont aussi évoqué la question de la pénibilité tout au long de la carrière. Il y a des points sur lesquels nous pouvons avancer. Et il y a un point auquel, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Ceux que je viens d'évoquer, par exemple, vous pourriez les accepter? nous travaillons sur ces points-là et ils se sont engagés à me fournir des propositions techniques pour que nous puissions les étudier et les confronter avec nos propres pistes de travail. Nous allons permettre une mesure, et je sais qu'ils y sont attachés pour les syndicats que j'ai cités, la mesure individuelle de la pénibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, vous pouvez avoir parfois certains dispositifs de départ anticipé, non pas par rapport au métier que vous exercez au quotidien, mais par rapport au fait que vous appartenez à un corps ou à un cadre d'emploi, de manière indistincte. Et si vous n'appartenez pas à ce corps et que vous exercez un métier pénible, là, vous n'avez pas de contrepartie. Le fait de regarder cela de manière individuelle va permettre à des agents publics qui aujourd'hui ne sont pas couverts d'être mieux protégés, d'être mieux accompagnés. Et je vais accompagner cela parce que parfois, le calendrier fait bien les choses. Dans son travail propre à la fonction publique, le Premier ministre, Édouard Philippe, m'a demandé de lui présenter pour le mois de mars un plan santé au travail dans la fonction publique. C'est une première en la matière. Et je dispose, par la loi de transformation de la fonction publique que j'ai portée au Parlement, de la possibilité de prendre une ordonnance sur la prévention des risques psychosociaux, sur les instances médicales, sur la prévention de la pénibilité que nous préparons, ordonnance que nous préparons pour l'été. Cette ordonnance va nous permettre d'accentuer aussi le volet prévention dans la fonction publique pour faire en sorte que la pénibilité soit mieux prévenue plutôt que seulement réparée. Ça fait partie des points de discussion sur lesquels nous pouvons avancer. La semaine prochaine, nous avancerons aussi sur l'aménagement des fins de carrière, puisque le dispositif de retraite progressive qui existe dans le secteur privé, qui n'est pas assez mobilisé, le Premier ministre l'a dit, n'existe pas dans le public et nous allons l'ouvrir au public. Et ça fait aussi partie des champs de discussion et d'avancée de travaux, de dialogue avec, je le répète, les syndicats qui souhaitent participer à ce dialogue. Mais juste, puisque vous citez ceux qui souhaitent participer, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la CGT, de FO? J'allais dire que ça me désole, mais ce n'est pas à moi de porter un jugement. La pénibilité, l'aménagement des fins de carrière, indépendamment de la réforme des retraites, ce sont des sujets majeurs. Je l'ai dit hier à la FSU. La FSU s'oppose à la réforme, mais participe à ce dialogue sur la pénibilité. Je sais très bien que ce n'est pas parce qu'ils participent à ce dialogue qu'ils vont valider la réforme des retraites. Mais je trouve utile et intéressant qu'ils amènent leur contribution sur ce point-là. Est-ce qu'on peut parler peut-être de façon plus concrète pour les gens, mais à quel âge, finalement, une aide-soignante qui a eu un métier pénible toute sa carrière peut espérer partir? Pardonnez-moi de ne pas être très précis dans la réponse pour une raison en particulier. Les aides-soignantes aujourd'hui, et aides-soignants, relèvent de ce qu'on appelle la catégorie active et bénéficient d'un départ anticipé de quelques années. Je dis quelques années parce que parfois, selon les situations individuelles, il faut valider des durées de service, etc. Nous savons que les aides-soignants du secteur public, mais c'est vrai aussi pour les aides-soignants et les aides-soignantes du secteur privé, dans des cliniques, dans des EHPAD, sont exposés à une forme de pénibilité qui ne relève pas nécessairement des facteurs que l'on retient pour l'ensemble des autres métiers, parce qu'il y a des caractéristiques très particulières. Je pense à la manipulation des patients et au fait d'être au chevet des malades. Agnès Buzyn, ma collègue ministre de la Santé, a ouvert hier ou avant-hier une série de bilatérales et de discussions avec les organisations syndicales du monde hospitalier, des métiers hospitaliers, publics, parce que c'est le champ d'intervention où il y a le plus de personnes concernées, mais aussi privés, pour voir comment on peut mieux prendre en compte les caractéristiques de ces aides-soignants et mieux accompagner les aides-soignants et les aides-soignantes. Donc je ne suis pas précis dans ma réponse pour une raison. Est-ce que vous pouvez leur très simple. promettre que les conditions dans lesquelles elles peuvent partir à la retraite seront aussi positives qu'à l'heure actuelle? Ce que je sais et ce que je peux garantir, c'est que le travail que nous allons mener, Agnès Buzyn en priorité, et le gouvernement à ses côtés, pour ce qui me concerne plus particulièrement sur le volet fonction publique, est un travail qui vise à prendre en compte les caractéristiques et la dureté de ce métier. C'est à la fois un métier extrêmement beau, avec des gens passionnés qui font ce métier parce qu'ils veulent accompagner, qu'ils veulent aider, qu'ils veulent soigner, tout simplement, mais dont on sait aussi la dureté, les rythmes, les cadences, la confrontation aussi avec la maladie et parfois le désespoir de celles et ceux qui sont accompagnés. Allez, Olivier Dussopt, il nous reste 3 minutes pour parler des municipales, Julien. Vous avez été maire d'Annonay, cette commune d'Ardèche, pendant 9 ans. Un tout petit peu plus de 9 ans, 9 ans et demi. 9 ans et demi, voilà. Vous faites partie de la vingtaine de membres du gouvernement qui ne se représentera pas au municipal. Est-ce que vous pensez que les candidats LREM vont souffrir du projet de réforme des retraites? Je ne crois pas, parce que c'est un engagement du président de la République et il se trouve que la détermination
et la volonté de tenir ces engagements sont généralement des qualités appréciées des électeurs au-delà des clivages. Ce que je sais aussi, c'est que les candidats soutenus par la majorité construisent des équipes qui rassemblent, des équipes qui sont les plus larges possibles. Et puis enfin, je sais une troisième chose, parce qu'il faut avoir aussi de la lucidité en politique, c'est que la majorité présidentielle, et en particulier le mouvement La République En Marche, c'est un mouvement qui est jeune, qui est encore peu implanté, qui se construit sur les territoires, et ces municipales sont une des premières étapes de cette implantation locale. Alors Christophe Castaner a confirmé hier dans un courrier adressé à l'Association des maires ruraux que les préfets n'attribueront plus de couleur politique aux candidats dans les communes de moins de 9000 habitants, soit l'immense majorité des communes. Est-ce que c'est une manière pour la majorité de masquer les mauvais résultats? Non, il ne faut pas voir des manigances ou je ne sais quoi absolument derrière chaque décision. C'est aussi une façon de permettre... C'est ce que dénonce une partie de l'opposition. Oui, l'opposition dénonce beaucoup, propose peu. C'est en général le défaut principal de celle-ci. C'est avant tout une manière de permettre à des femmes et des hommes qui veulent s'engager pour leur commune, mais qui ne veulent pas le faire dans le cadre d'un système ou d'un affichage partisan, de le faire en toute liberté. Et rien n'empêche un candidat, une candidate, de dire quelles sont ses valeurs, quels sont ses engagements politiques et sa philosophie, tout le monde le sait. Mais alors pourquoi cette circulaire ? Cette circulaire, je le répète, donne la possibilité à des candidats, souvent dans des petites communes, de monter des listes, de rassembler le plus largement possible, sans devoir s'attribuer eux-mêmes une étiquette ou une tendance politique, alors qu'ils montent des listes de rassemblement. Vous vous engagerez vous-même dans la campagne des municipales ? Je m'engagerai pour soutenir les candidats de la majorité, et puis plus localement, je m'engage pour soutenir la liste d'un ami, un de mes anciens adjoints, Simon Pléné, qui mène une liste de rassemblement à Annonay, comme je l'ai fait en 2008 et en 2014. Je sais qu'il a un bon projet. C'est aussi une des raisons qui m'amène à ne pas être candidat. D'abord, je ne suis pas candidat parce que, vous l'avez dit, j'ai effectué 2 mandats et qu'il faut savoir parfois passer la main. Pas candidat aussi parce que je sais qu'il y a une très bonne liste, une très bonne équipe que je soutiens, comme je soutiendrai les équipes de la majorité. Vous excluez de peut-être repenser à un mandat local, départemental, régional dans les prochaines années ? Vous savez, quoi qu'il arrive, et je suis très heureux d'être au gouvernement, mais quoi qu'il arrive, je suis le député élu de la 2e circonscription de l'Ardèche jusqu'en 2022. Donc si, à un moment ou à un autre, je devais quitter le gouvernement, ce que je ne souhaite pas, mais ce n'est pas moi qui le décide, je redeviendrai député. Donc en cela, je suis toujours un élu local. Il y a d'autres échéances qui viendront plus tard, mais en politique, il faut savoir faire les choses les unes après les autres. Les étapes les unes après les autres, et il est beaucoup trop tôt pour se projeter. Un mot sur un de vos anciens collègues socialistes, qui est maintenant un de vos collègues au gouvernement, c'est Didier Guillaume. Là aussi, vous le connaissez bien, vous étiez ensemble au PS. Il est candidat à Biarritz dans un duel avec un autre de vos collègues, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Est-ce que Didier Guillaume, il a eu raison d'y aller ? Ce n'est pas à moi de porter une appréciation sur la candidature de Didier d'une part ou de Jean-Baptiste d'autre part. Il y a un chef de gouvernement qui s'est exprimé hier, et évidemment, je fais mien l'intégralité de ses propos. Merci beaucoup. Merci Olivier Dussopt d'avoir été avec nous ce matin. Demain, votre place, ce sera Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Merci Julien, et on va tout de suite passer au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons du séminaire gouvernemental et de la réforme des retraites, puisque Édouard Philippe a retapé du poing sur la table. Hier, cette grève n'a que trop duré, a-t-il dit. Et puis, on parlera des municipales et de cette circulaire de Christophe Castaner qui fait pas mal parler. Christophe Castaner qui demande au préfet de ne pas attribuer d'étiquette politique aux candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Toute la semaine, nous sommes dans les Vosges. Nous nous intéressons à l'économie du ski. Aujourd'hui, nous allons parler des canons à neige. Alizé Boissin et Jonathan Duprier se sont rendus dans une station à la Bresse, à la pointe dans la culture de la neige, station située en moyenne altitude. Elle manque donc souvent cruellement de neige. Elle a recours aux canons à neige. On en compte plus de 300 pour faire tourner cette station. L'exploitant assure faire des efforts sur leur utilisation et sur leur demande en énergie. Mais pour les écologistes, c'est loin d'être suffisant. On regarde le reportage.
Si vous êtes habitué des sports d'hiver, vous reconnaissez ce qu'il y a derrière moi. C'est un enneigeur, ou encore appelé canon à neige. Cela permet de faire de la neige de culture. Et ici, à la Bresse, on en a bien besoin. La station est située à 900 mètres d'altitude. Bonjour. Bonjour. Nicolas Claudel, vous êtes directeur de l'entreprise La Bresse La Belle Montagne qui exploite ces enneigeurs. Combien on en compte à la Bresse? Alors à la Bresse, il y a 360 enneigeurs, ça couvre à peu près 42% du domaine skiable. C'est une nécessité économique depuis maintenant plusieurs années, puisque notre installation elle a maintenant plus de 30 ans. Est-ce qu'ils fonctionnent en ce moment, ces enneigeurs? Alors, malheureusement pas, ils ne fonctionnent pas puisque les températures ne sont pas assez basses. Et alors ces enneigeurs, est-ce qu'ils ont à voir avec ceux d'il y a 30 ans? Alors non, pas du tout. Bien sûr, il y en a encore quelques-uns sur les sommets qui sont de la première génération, mais maintenant on installe des nouveaux enneigeurs qui sont moins énergivores et qui consomment jusqu'à 7 fois moins d'électricité. Vous nous montrez comment ça marche? Avec plaisir. Donc Nicolas Claudel, où est-ce qu'on est ici? Alors on est au cœur du domaine skiable, à l'usine à neige. Et donc c'est ici qu'est produit la neige de culture. Comment ça se passe? Alors la neige de culture, c'est de l'eau, de l'air et rien d'autre, pas d'additifs. Et bien entendu, il nous faut du froid pour pouvoir créer le procédé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi servent ces tuyaux autour de nous? Alors là, autour de nous, on a des tuyaux d'eau. Donc en fait, on pompe de l'eau du lac. Et ensuite, vous voyez derrière moi, ce sont des pompes qui nous permettent de pousser l'eau dans les réseaux sur le domaine skiable. En parallèle de ça, il y a deux autres réseaux. Il y a un réseau d'air comprimé et puis un réseau de dialogue qui nous permet de piloter toute l'installation depuis cette usine à neige. Et ça représente combien d'eau prélevée au total? Alors, au total, on prélève environ 250 000 m3 par an, par saison, au regard d'un barrage qui contient 700 000 m3 d'eau et qui est renouvelé 7 à 10 fois par an. Pour alimenter les canons à neige de la station, il faut donc une quantité d'eau considérable qu'on trouve ici, au barrage de la Lande, au cœur de la station. Mais ça pose question pour les associations de protection de l'environnement. Jean-François Fleck, vous êtes représentant de Vosges Nature Environnement. Alors vous, quand vous voyez ce barrage-là, qu'est-ce que vous vous dites? On est confronté dans les Vosges à des épisodes de sécheresse très forts. Et stocker de l'eau en été, quand il y en a très peu, pour la transformer en neige en hiver, ça nous interroge parce qu'on prive le milieu naturel du cycle de l'eau normal et ça peut avoir des conséquences sur la végétation et la biodiversité. Mais alors quelle solution quand on sait qu'une vallée finalement dépend de ce barrage? Dès maintenant, il faut tenir compte des conseils par exemple de la Cour des comptes qui dit en moyenne montagne, en basse montagne. Maintenant, il faut absolument tenir compte des effets du changement climatique sur l'économie future des stations de sport d'hiver et penser à la reconversion. En France, 35% des pistes utilisent de la neige de culture. C'est inférieur à la moyenne européenne. Mais désormais, l'urgence ici dans les Vosges, c'est de trouver des solutions pour préserver l'environnement et respecter l'économie de la vallée. Voilà pour ce reportage d'Alizé Boissin et de Jonathan Dupriez. Alizé qui viendra demain dans cette émission raconter ce qu'elle a vu et tous leurs reportages sont à retrouver sur notre site internet publicsénat.fr. On va débuter le débat de ce club. Bonjour Thierry Dupont, Jérôme Cordelier, Stéphane Vernet. Merci d'être là. Rebonjour Steve. On va commencer avec ce séminaire gouvernemental, cette réforme des retraites. Édouard Philippe qui s'est exprimé hier à l'issue du séminaire gouvernemental. Il est revenu sur la réforme des retraites. La grève n'a que trop duré, c'est ce qu'il a dit. Mais les syndicats prévoient déjà une nouvelle journée de mobilisation le 24 janvier lors de la présentation du texte en Conseil des ministres. On va écouter Édouard Philippe. Certains de ceux qui sont inquiets ou qui s'opposent à ce projet ont choisi de manifester ou de faire grève. Je voudrais dire un mot sur le sujet en indiquant, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que la grève à la RATP et la grève à la SNCF me paraissaient sans issue et qu'elles n'avaient que trop duré. Depuis décembre, nous sommes restés constants et fermes sur la suppression des régimes spéciaux. Nous avons veillé à trouver et à proposer des transitions longues dans les entreprises publiques de transport, conformément à ce à quoi nous nous étions engagés très tôt dans le processus de réflexion sur la mise en place de ce système universel de retraite. Les propositions que nous avons formulées permettent de dessiner le respect des parcours individuels et des attentes légitimes,
Mais nous avons fait ces propositions et je pense qu'il est temps de sortir par le haut. Voilà pour cette déclaration d'Édouard Philippe à l'issue de ce séminaire. Thierry Dupont, Édouard Philippe, qui reste ferme, qui maintient cette posture d'autorité sur la réforme des retraites. C'est un séminaire pour tourner la page. Il estime que ça y est, le plus dur a été fait. En tout cas, le compromis a été trouvé avec les syndicats réformistes. Donc maintenant, il y a une mobilisation, il n'utilise pas le terme résiduel, mais en tout cas, voilà, il estime qu'il faut maintenant sortir de cette mobilisation. Et tout le séminaire gouvernemental était en fait consacré à ce qui va suivre après la réforme des retraites. Donc voilà, pour lui, il est temps de tourner la page. Et mobilisation sans issue, hein, il a redit hier, hein, il ne retirera pas son projet de loi. Oui, enfin, pour l'instant, ça reste des mots. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement hésite entre pourrissement et fermeté et que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'effets. C'est plus le gouvernement qui fait des concessions que les négociateurs qu'il a en face de lui. Donc c'est bien de taper du poing sur la table, mais c'est vrai que là, maintenant, il exprime quelque chose qu'il exprime depuis longtemps en privé, quoi. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la vie des usagers ? Parce que c'est ça le problème. Stéphane, Thierry le disait, hein, ce séminaire gouvernemental, il avait pour but de montrer qu'il y a d'autres réformes, que le gouvernement veut tourner la page de cette réforme des retraites. Mais on le voit, il a du mal à tourner la page. Finalement, ce matin, on ne reparle que de cette réforme des retraites. Oui, du fait de la petite phrase, parce que c'est vrai que l'essentiel de la communication à l'issue du séminaire portait sur tous les chantiers ou les dossiers à venir, et en fait on ne revient systématiquement que sur la phrase qui concerne cette période qui n'a que trop duré, et on reparle de la réforme des retraites, alors qu'il a déroulé tout le catalogue en parlant de la fermeture de Fessenheim à venir, de l'hôpital, enfin tout un tas de mesures à venir, et on ne regarde que ça. Alors c'est vrai que cette grève, elle n'a que trop duré. Elle est très très longue. On n'a jamais eu une grève dans les transports aussi longue. En réalité, il parle de la SNCF et de la RATP parce que ce qu'il faut dire aussi aux téléspectateurs, c'est qu'en réalité, l'embolie ou l'impact de la grève, il est maximal en Ile-de-France et à Paris du fait des perturbations du réseau RATP. Mais quand vous allez en province, sur le reste du territoire, l'ambiance n'est pas du tout la même et l'impact n'est pas le même. Il y a des manifestations, mais il n'y a pas la gêne, il n'y a pas l'équivalent de ce que les Parisiens vivent aujourd'hui. Et il veut tourner la page, oui. Le problème, c'est que pour tourner la page, en réalité, il n'est pas tout seul. Certes, les syndicats réformistes sont rentrés dans une nouvelle phase de dialogue et d'échange avec l'exécutif, mais il y a aussi un certain nombre de syndicats qui, eux, sont déterminés à continuer, à aller jusqu'au bout. Et voilà, c'est un jeu qui se fait à plusieurs. On voit bien que la CGT, notamment, essaye de durcir le mouvement, en tout cas de l'étendre, de le faire sortir de la seule Île-de-France. C'est vrai qu'il y a des perturbations sur la SNCF, mais notamment sur les raffineries, parce que si on touche à l'essence, là, du coup, ce sont les campagnes, les régions qui seront touchées. Et puis on le voit avec les blocages dans les ports. Donc, mais la CGT, elle joue un peu son va-tout là, dans les jours qui viennent. Et justement, on va peut-être parler de la CGT avec vous, Jérôme, puisque c'est la une du Point cette semaine. Comment la CGT ruine la France ? Il a raison, Thierry, elle joue son va-tout, la CGT ? Ben oui, de toute façon, la CGT, c'est ce qu'on dit dans ce dossier de Béatrice Parinaud, qui connaît extrêmement bien le monde syndical et très bien la CGT, c'est que de toute façon, la CGT n'est pas dans un mouvement de co-construction. La CGT est un syndicat qui veut terrorisé et qui veut surtout le grand soir. Donc la CGT ne sera jamais dans une démarche positive. La CGT est dans une démarche négative, terroriste. Donc on ne peut pas négocier avec la CGT. Et le problème, c'est ce qu'explique Béatrice Parinaud, c'est que le problème, c'est que la CGT, c'est un État dans l'État et qu'il y a beaucoup de concessions, beaucoup de retours, enfin, de la part de la classe dirigeante vis-à-vis de la CGT. Enfin, je veux dire, il faut savoir quand même que Philippe Martinez, il se balade dans Paris avec une voiture, avec gyrophare, il passe devant tout le monde. Béatrice raconte quand même cette scène inouïe où elle prend le train avec lui, elle prend un billet de seconde, lui est en première. Donc finalement, comme elle le suit en reportage, elle est obligée de monter avec lui en première. Le contrôleur arrive, il contrôle son billet et Philippe Martinez se lève, il regarde le contrôleur droit dans les yeux et lui dit... Laissez, elle est avec moi. Et le contrôleur s'en va. C'est quand même dingue, quoi, comme affaire. C'est-à-dire que la CGT, dans des bastions, règle les choses. Et surtout, il y a des accommodements. On publie les procès-verbaux du rapport Perruchot, qui n'avait jamais été publié jusqu'à présent, de 2011, où on voit certains accommodements
des dirigeants, des responsables. Nicolas Perruchot, qui a fait un rapport notamment sur le financement des syndicats. Des accommodements avec la CGT. Donc c'est quand même un truc de dingue, quoi. C'est un État dans l'État. Et le problème, c'est que cet État dans l'État n'a aucune volonté positive de négocier. Donc c'est tabula rasa, comme on disait dans l'ancien temps. Il faudra voir quelles seront les conséquences en interne à la CGT, les conséquences de cette mobilisation qui est dure, mais qui épuise aussi les troupes. Et il faudra voir lors du prochain congrès comment ça se passe, notamment entre Philippe Martinez et, par exemple, la CGT cheminot, voir s'ils sont bien raccords ou pas. Et c'est plutôt le deuxième cas. Et c'est dans ce contexte social qu'Emmanuel Macron, hier, s'est présenté devant la presse pour présenter ses vœux à la presse. On va en parler avec vous, Steve. Et Steve, Emmanuel Macron a donc présenté hier ses vœux à la presse. C'était à l'Élysée. Oui, le chef de l'État donc, qui présentait ses vœux à la presse, c'est un peu la tradition. Je dis tradition, c'est un peu inexact, car l'année dernière, vous vous en rappelez, Emmanuel Macron, il avait boudé cet exercice imposé, mais acte 2 du quinquennat oblige. Emmanuel Macron, le président, s'est donc à nouveau adressé aux journalistes hier. Le contexte est important, on en a parlé, on est en plein mouvement social contre la réforme des retraites. Et après s'être tenu à l'écart des négociations entre partenaires sociaux, Emmanuel Macron sort progressivement du silence, une sortie qui intervient alors que le rapport de défiance avec la presse ne s'est jamais vraiment démenti depuis sa prise de fonction en 2017, Oriane. Et Emmanuel Macron, il a tenté de recoller les morceaux hier avec la profession. Il a tenté. La presse versus les réseaux sociaux, c'était la trame du discours d'Emmanuel Macron. La société de l'information contre la société du commentaire. Les mots sont du chef de l'État. Emmanuel Macron, il a axé son discours autour de 2 thèmes, les excès des réseaux sociaux et la diffusion de fake news via ces canaux. Le chef de l'État a rappelé sa position qu'on connaît. Il faut une forme de régulation de la presse pour lutter contre les fausses informations. Il a défendu le Conseil de déontologie des médias, cette instance qui a été lancée fin décembre et boycottée par de nombreux médias. Écoutez ce que dit Emmanuel Macron de la définition du journaliste. Je ne pense pas que ce soit au gouvernement de dire qui est journaliste, qui ne l'est pas, quel est le statut de l'information, etc. Je n'ai jamais pensé cela et je ne crois pas que ce soit une voie dans laquelle nous ayons collectivement à nous engager. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que la société du commentaire permanent n'est pas la société de l'information. Et c'est que la multiplication des auteurs possibles, de traces ou de simili journalistiques est une menace pour votre profession et pour la démocratie. Voilà, et puis peut-être un dernier mot, Oriane, sur ce thème qui vampirise tous les débats ces dernières semaines, la réforme des retraites. Bien sûr, Emmanuel Macron a affirmé qu'il s'exprimerait à nouveau à ce sujet dans les semaines qui viennent. Et oui, Emmanuel Macron qui est attendu sur ce sujet. Stéphane, vous étiez hier à l'Élysée. Dans quel état d'esprit était Emmanuel Macron ? Bon, écoutez, j'ai trouvé ça très détendu. C'était plutôt sympa. Il a fait quelques blagues, il a réussi à faire rigoler son auditoire. Après, les vœux à la presse, ça appartient pas à la tradition. En réalité, les seuls vœux qui appartiennent à la tradition, c'est l'allocution télévisée du chef de l'État le soir du 31 décembre. C'était quelque chose qui a été instauré par De Gaulle et que chacun des présidents a honoré dans la durée. Il n'est pas obligé de faire des vœux à la presse. Effectivement, il n'en a pas fait l'année dernière. Il en fait cette année. On s'est dit, tiens, il a peut-être des choses à nous annoncer. C'était détendu, c'était sympa, mais il n'y avait aucune annonce. Rien de nouveau, en fait, dans l'échange. Après, sur les messages que le président a à faire passer... moi, je suis pas sûr. En fait, je suis pas persuadé du tout que la relation entre les journalistes et le chef de l'État soit décollée ou décalée ou qu'elle pose problème. Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a une communication qui est organisée et qui n'est pas du tout organisée de la même manière que celle de François Hollande. Ça, c'est probablement quelque chose qui a déstabilisé un certain nombre de briscards ou de journalistes qui étaient là depuis très longtemps, qui avaient leurs habitudes, leurs certitudes et qui disent finalement on n'est plus dans le cadre habituel, donc le chef de l'État ne nous parle pas. Mais en réalité, quand on regarde, Emmanuel Macron utilise toutes sortes de canaux, notamment les nouvelles technologies pour s'exprimer. Et la parole du président, elle n'est pas rare. On le voit partout, tout le temps, mais sous d'autres formes que celles qu'on avait l'habitude de voir. Le monde change, il faut changer avec. Rapidement, Jérôme. Oui, enfin moi je pense tout à fait comme Stéphane. C'est des cérémonies totalement désuètes.
C'est-à-dire, ça flatte beaucoup de journalistes parce qu'ils vont à l'Élysée et ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, il ne fait pas ses vœux au charcutier ou au plombier-singueur. Pourquoi il ferait les vœux à la presse, surtout pour ne rien dire? Il fait les vœux au boulanger, mais ça c'est pour avoir de la galette des rois à l'Élysée. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Et puis en plus, c'est chronophage pour le chef de l'État qui a quand même d'autres chats à fouetter parce que d'enquiller les vœux comme ça. Et puis de toute façon, toutes ces cérémonies de vœux, sauf tu as raison sur l'allocution télévisée, et puis d'autres vœux bien sentis. Je veux dire, faire les vœux au corps constitué, tout ça, c'est important. Mais je veux dire, à quoi ça sert? Ça dure tout le mois de janvier. Dans les villes, c'est pareil. Dans les collectivités, les maires, ils font les vœux à tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a d'autres choses à faire actuellement. Ouais, comme tous les jours, on va voir nos partenaires de la presse quotidienne régionale aujourd'hui. On va aller à la Ciotat, retrouver Guillaume Ricavi, directeur des rédactions de la Provence. Bonjour Guillaume, vous aussi vous êtes dans un cadre plutôt sympathique sur ce port de la Ciotat. Et à la une de la Provence ce matin, les naufragés, ce sont ces passagers bloqués sur le port de Marseille en raison des grèves. Effectivement, Oriane, ces passagers bloqués puisque le port de Marseille, pendant au moins 3 jours, est totalement bloqué avec la grève des agents portuaires, les dockers également et les personnels qui permettent l'embarquement des passagers. Donc bien évidemment, les passagers en direction de la Corse, mais également du Maghreb, sont bloqués depuis hier et déjà une colère qui s'installe d'ailleurs puisque hier, des passagers ulcérés d'attendre bloqués à l'entrée du port ont à leur tour décidé d'effectuer un blocage en bloquant la route qui passe entre la Joliette et le port. Tout simplement, par-dessus ce conflit social lié à la réforme des retraites, se rajoute un autre problème, celui de la desserte de la Corse, avec un problème entre la compagnie La Méridionale et Corsica Linea. Là aussi, pas de rotation vers la Corse hier. Vous imaginez le problème à Marseille. On imagine bien, Guillaume. On va parler d'un autre problème, on va parler foot, on va parler de l'Olympique de Marseille évidemment. Alors ça va très bien sur le terrain, ça va moins bien en interne à l'OM. Coup de colère de l'entraîneur André Villas-Boas contre le président du club Jacques-Henri Hérault. Alors effectivement, vous êtes bien informé, je sais que vous suivez beaucoup l'OM, Oriane. Et effectivement, coup de colère hier en conférence de presse de l'Olympique de Marseille, puisque le coach marseillais s'en est pris à une décision de son président Jacques-Henri Hérault, lui reprochant la nomination de Paul Hadbridge, qui a été recruté comme conseiller spécial de Jacques-Henri Hérault avec une vocation, celle de vendre des joueurs, notamment en Angleterre. Ce n'est pas du goût du coach marseillais, qui est venu à Marseille pour le club, qui estime avoir fait en 6 mois, puisqu'il est arrivé le 29 mai, un travail colossal, notamment de stabilisation de l'effectif, et qui hier l'a fait savoir, mettant même dans la balance, sans en dire plus, son possible départ si les choses ne venaient pas à se régler. Voilà, en espérant que ça n'ait pas trop d'impact sur le terrain. On va parler d'un autre sujet, les municipales, Guillaume, puisque les candidats aux municipales ont été interpellés sur la question de l'école. Alors effectivement, on est vraiment rentré dans le vif du sujet des municipales à Marseille. On proposera d'ailleurs dans la Provence demain un sondage exclusif sur les intentions de vote. Mais hier, ce sont des enseignants, des parents, des personnels de l'éducation nationale qui ont réuni la presse pour soumettre 9 idées pour les écoles de Marseille. On sait que les écoles de Marseille sont un sujet sensible. Leur état, leur vétusté avait été pointé du doigt il y a 2 ans. Et aujourd'hui encore, les personnels, les parents, tous les gens qui ont un lien avec les écoles se mobilisent pour faire entendre leur voix. Et effectivement, dans un contexte où la ville de Marseille avait proposé un partenariat public-privé pour rénover ces écoles et qui n'était là aussi pas du goût du tout de tout le monde. Donc les écoles, un enjeu majeur des municipales à Marseille, c'est une évidence. Et ce collectif des écoles marseillaises l'a fait savoir hier en donnant un cahier des charges aux candidats aux municipales. Merci beaucoup Guillaume, vous nous avez donné envie avec votre sondage qui sera à lire demain dans la Provence. On imagine que vous ne pouvez rien nous dire pour le moment? Non, pas vraiment. On l'a reçu ce matin, mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus. En tout cas, ce sera à lire demain dans la Provence. On va revoir la une d'aujourd'hui, on le disait, les naufragés. C'est à la une de la Provence. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Un mot peut-être sur ces municipales à Marseille. Marseille, ça va être l'une des villes clés, l'une des villes qui va être les plus regardées pendant ce scrutin. Thierry, peut-être un petit mot. Il y a un enjeu majeur pour les Républicains, puisqu'ils sont quand même à la tête de la 2e ville de France, et ce serait vraiment une catastrophe pour eux s'ils la perdaient.
c'est pas très très bien engagé, puisque vous avez une candidate officielle, Martine Vassal, adoubée par le parti, adoubée par Jean-Claude Gaudin, le maire sortant, mais contestée par un autre ancien adjoint de Jean-Claude Gaudin, qui est le sénateur Bruno Gilles, et qui risque donc de lui... Ancien président de la fédération. Ancien président de la fédération, donc c'est vraiment, ils sont à couteau tiré. Et vous avez d'autres candidats en embuscade, et notamment le Rassemblement national avec Stéphane Ravier. Donc oui, il y a un gros enjeu sur cette ville. Un peu comme les trois grandes villes, hein, un peu comme Paris, Lyon et Marseille, où pour chacun des camps du champ politique, il y a de gros enjeux. À Paris, naturellement, mais aussi à Lyon, parce qu'il faut voir comment ça va se passer, finalement, entre ce duel de macronistes, entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb. Un mot sur Marseille, Jérôme ? Ah ben Marseille, c'est sûr que si Bruno Gilles ne retire pas sa candidature, il y a un risque que les Républicains perdent. Que Stéphane Ravier prenne la mairie. Je veux dire, il y a une grosse menace Rassemblement national à Marseille du fait de cet éclatement. Enfin, je veux dire, Martine Vassal est quand même favorite s'il n'y a pas Bruno Gilles. Bruno Gilles, s'il continue à faire les perturbateurs comme ça, c'est évident que le Stéphane Ravier va profiter de l'aubaine, sachant que la gauche n'est pas en position de défier Martine Vassal, et que le candidat LREM, même si c'est une notabilité et qu'il est évidemment très présent sur le territoire, n'a pas non plus les réseaux politiques, parce que vous savez quand même à Marseille, Jean-Claude Gaudin, il reste quand même le maître des horloges en politique. Il y a quand même des réseaux très importants. C'est quelqu'un qui, quand on discute avec lui, a la géographie électorale de son territoire, c'est sidérant. Il peut vous raconter tous les résultats des élections, canton par canton, sur tout le... Non mais c'est assez fascinant comme exercice. Hein, Et donc, il ne faut pas enterrer Jean-Claude Gaudin trop vite. Stéphane. Ouais, alors moi, Marseille, c'est pas mon secteur, donc j'ai pas une analyse aussi fine. Je viens d'écouter, j'ai appris plein de choses. Ce que je peux vous dire, si vous me laissez répondre à votre première question, c'est est-ce qu'on va regarder ce qui se passe à Marseille ? Oui, la réponse est oui, mais en réalité, on va regarder tout ce qui se passe dans les grandes villes, parce que les municipales, il y a deux choses. D'abord, c'est les élections les plus stables de la Ve République. En réalité, la bascule est quasi nulle. Dans l'écrasante majorité des cas, les maires sortants qui se représentent, ils sont réélus. En 2014, c'était 60% des maires qui se sont représentés ont été réélus. Vous en avez 27% qui ne se représentaient pas. Donc, et voilà. Et il n'y en a que 13% en réalité qui se représentaient, qui ont été battus. Et l'étiage est quasiment le même à chaque fois. Et donc, c'est des élections qui sont très stables, d'un côté, et qui sont difficiles à décrypter. Et en réalité, on ne regarde que les grandes villes, où ce qu'ont fait les ministres ou les représentants des grands partis. On regarde à chaque fois donc on se base sur des cas particuliers par rapport à la masse des 34 500 communes pour dire qui a perdu, qui a gagné. Donc on va regarder Paris, on va regarder Lyon, on va regarder Marseille, les grandes métropoles, etc. Mais en réalité, la géographie électorale, ce qui va vraiment se passer sur l'ensemble de la masse, je vous rappelle qu'il y a 96% des communes qui ont moins de 9 000 habitants. Donc l'essentiel, c'est les petites communes. C'est qu'après qu'on sait qui a vraiment gagné, et notamment au moment des sénatoriales, où on voit des choses se dégager que nous disent pas les premières statistiques. Et puis vous avez parfois des cas emblématiques qui obscurcissent la vision, notamment 2001. Le fait que Bertrand Delanoë ait gagné Paris pour le Parti socialiste avait caché le fait qu'en fait c'était plutôt un mauvais résultat pour Lionel Jospin et son Ils avaient perdu tout le reste. Ils avaient perdu tout le reste, non, mais quasiment. Mais par contre ils avaient gagné Paris, et donc on avait gagné. Voilà. Mais donc, ce qui est vrai, c'est que quand même certains partis, LREM et le RN, vont se concentrer sur un peu des têtes d'affiche, des villes symboliques, des candidats symboliques. Et donc c'est vrai que LREM, quand même c'est un mystère pour personne qu'En Marche a considéré déjà que les municipales risquent d'être un revers électoral. Enfin, pas un revers, puisque c'est un parti qui est très peu implanté localement. Donc, et ils vont se concentrer sur Paris, enfin des villes comme ça, quoi. Et le Front National comprendre des villes symboliques, Perpignan, Marseille, enfin voilà, des gros bastions. On va dire un mot, puisque Stéphane, vous parliez de ces villes de moins de 9 000 habitants, de cette circulaire de Christophe Castaner qui fait beaucoup parler, qui vise à gommer les étiquettes pour les candidats de ces villes de moins de 9 000 habitants. Une partie de l'opposition parle de manœuvres politiques, finalement, pour gommer les mauvais résultats de La République En Marche. Est-ce que la polémique est justifiée ? Oui et non. Non, parce que c'était aussi une attente de certains maires, notamment des maires de petites communes,
notamment de ceux issus des zones rurales, qui ne se retrouvaient pas dans l'étiquetage. Mais c'est une polémique qui est aussi vieille que l'étiquetage. En fait, les gens disaient vous m'avez collé sans étiquette, vous m'avez collé d'hiver droite, vous m'avez collé d'hiver gauche, mais en fait, c'est pas moi. Mon premier adjoint, il pense pas comme moi. Enfin bon, donc cette polémique, on l'avait à chaque fois. Donc il y avait une demande des maires, notamment ruraux, de ne plus avoir cet étiquetage. En même temps, et je vais faire du macroniste. Ça sert bien le gouvernement, ça lui permet effectivement de gommer pour 96% de la population les résultats des élections. Donc bon, oui, il y a une utilisation politique de la chose. Rapidement, Stéphane. Il y a deux choses, c'est-à-dire que il y a l'étiquette et la nuance. En fait, ce dont on parle, c'est ce qu'on appelle la nuance. C'est-à-dire que l'étiquette, chacun des candidats peut dire, voilà, moi je présente une liste Rassemblement National, je présente une liste LREM, je présente une liste LR. Et ça appartient aux candidats de se déclarer en disant, voilà la mouvance de notre liste. Le nuançage, c'est autre chose. C'est partout où en fait les préfets, on leur demandait de dire oui, mais en réalité, tel groupe qui dit qu'il est sans étiquette, il est plutôt d'hiver droite, il est plutôt d'hiver gauche. Et ça, les candidats se sont longtemps plein de ça, notamment dans les communes rurales, en disant mais vous m'avez collé telle nuance, moi je m'y reconnais pas. Donc finalement dire on enlève les nuances pour les villes de moins de 9000 habitants, c'est pas complètement stupide, ça correspond aussi à cette complainte et au fait qu'en réalité, plus on avance et plus dans les petites villes, il y a plus d'étiquettes. C'est-à-dire que les candidats ont bien compris que comme les... Il y a même plus de candidats. Non mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de candidats ont compris que finalement être affilié à un grand parti, c'était un handicap parce qu'il y a un rejet tel de la politique de la part d'une grande partie des concitoyens qu'il vaut mieux dire non mais moi ce qui compte c'est ma personnalité, c'est mon projet, c'est mon bilan, non, j'ai rien à voir avec ces politiciens parisiens, etc. Et vous avez quasiment plus d'étiquettes dans les villes de moins de 9000 habitants. Donc laissez tomber la nuance, ça n'a pas grande importance. Allez, on va parler d'un autre sujet, puisque le temps file et qu'on garde du temps pour présenter vos journaux. Ce sont ces chiffres du recensement qui impactent le scrutin des municipales. C'est une question, comme chaque année, l'INSEE organise une grande campagne de recensement et selon le nombre d'habitants, les seuils électoraux et donc les règles d'élection pour les municipales changent. On va se rendre à Chambles, commune de la Plaine du Forez, qui atteint les 100 habitants. C'est un reportage d'Anthony Verpillon pour nos partenaires de TL7. Chambles est l'une des 10 villes de la Loire à avoir passé le millier d'habitants depuis 2017. Un gain qui n'est pas sans conséquence pour les prochaines municipales. Le mode de scrutin s'en retrouve considérablement changé. Il y aura désormais plusieurs listes et les habitants ne pourront plus rayer de nom au risque de rendre leur bulletin nul. Quand on était au scrutin uninominal, déjà il pouvait y avoir une liste complète ou incomplète, où on pouvait avoir plus de noms sur une liste qu'il ne fallait de conseillers, et c'était l'électeur qui pouvait, avec son crayon ou son stylo à billes, bien faire son choix dans les candidats pour soit en éliminer certains, soit pour en élire d'autres. Donc ça ne sera plus possible. Il va falloir l'expliquer, parce que je pense qu'il y a encore des gens qui avaient l'habitude de ce panachage-là, au risque de voir beaucoup de bulletins nuls à l'élection. Une évolution mise en place par l'INSEE qui a nécessité une certaine préparation auprès des élus. Les maires sont très sensibles à leur population légale et ils savent qu'en fonction du nombre leur population, ça change, ça détermine leur scrutin. Ils nous questionnent souvent, en fait, ils savent quand une commune est à 989 habitants, je dirais une dizaine d'habitants, mais ils ont été avertis en mi-décembre de leurs chiffres et en fonction du passage de seuil encore plus. Une modification substantielle dans un but bien précis. Ça, c'est une demande du gouvernement justement pour favoriser la parité. C'était pour qu'il y ait plus de femmes dans les conseillers municipaux. Et sachez que la grande campagne de recensement de la population débute dès jeudi le 16 janvier pour se terminer le 22 février prochain. Voilà pour ce reportage de nos partenaires de TL7. On va maintenant regarder ce qui est à la une de vos quotidiens régionaux ce matin avec Steve.
Et Steve, on commence par Centre Presse. Oui, Centre Presse, le journal de l'Aveyron qui s'interroge sur la place des femmes au niveau municipal. C'est une question récurrente, hein, Oriane. Quelques chiffres pour mieux comprendre. En France, seuls 17% des 35 000 communes sont dirigées par des femmes. C'est un peu plus au niveau du conseil municipal. La moyenne nationale est de 40%, mais le compte n'y est pas. La parité n'est pas atteinte, Oriane. La Nouvelle République s'intéresse à Ségolène Royal. Oui, Ségolène Royal, avis de tempête pour l'ambassadrice des pôles. Titre nos amis de la Nouvelle République. On a appris hier que le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire visant Ségolène Royal et ses activités en tant qu'ambassadrice. L'enquête a été ouverte dès le mois de novembre. Elle vise à vérifier l'utilisation que l'ancienne ministre a fait des moyens mis à sa disposition par le Quai d'Orsay et le ministère de la Transition écologique. Ségolène Royal, dont les fonctions, on le sait, prendront officiellement fin le 24 janvier prochain. Elle disposait par exemple de 3 collaborateurs payés par le ministère des Affaires étrangères, des collaborateurs qui auraient été aperçus ces derniers mois sur des missions a priori sans rapport avec la diplomatie, Oriane. Et on va aller en Alsace pour terminer, l'Alsace qui se penche sur les violences policières. Oui, les dernières nouvelles d'Alsace fait sa une sur un sujet qui s'impose au gouvernement depuis quelques jours, maintien de l'ordre, le choix des moyens, titre le quotidien, alors que des rafales de vidéos montrant des brutalités policières circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. L'exécutif a finalement été contraint de réagir cette semaine. Christophe Castaner a appelé lundi à ne pas faire de croche-pied à l'éthique. Emmanuel Macron a rappelé à l'ordre mardi gendarmes et policiers. Les dernières nouvelles d'Alsace s'intéressent aujourd'hui notamment au LBD, le lanceur de balles de défense. Rappelons que la France est la seule grande démocratie au monde à autoriser l'utilisation d'une telle arme. Merci beaucoup Steve. On va regarder vos unes, messieurs. D'abord, la une de l'Express, nouvelle formule de l'Express, Thierry, dont vous allez nous parler. La une, c'est Netflix, la nouvelle drogue. Oui, une grande enquête sur Netflix et surtout une nouvelle formule. Un grand changement puisque c'est vraiment, on revoit le magazine de fond en comble, nouvelle maquette bien sûr, plus sobre, plus dépouillée, nouvelle formule éditoriale également, plus de réflexion, plus d'analyse, plus d'approfondissement, de nouvelles signatures, on peut citer Pierre Assouline, mais également Marion Van Rentergem ou Jean-Marc Jancovici. Voilà, il y en aura pour tous les goûts. Donc voilà, une nouvelle formule. On peut désormais écouter le magazine, puisque tout sera disponible en podcast pour l'écouter dans sa voiture. Voilà, vraiment beaucoup de nouveautés. Et un mot sur ce papier. Et Barouin décida d'être candidat. Oui, Emmanuel Macron et François Barouin se sont vus juste avant le Congrès des maires. On se rappelle, ils s'étaient vus 2 fois. Et à l'un de ces rendez-vous, Emmanuel Macron a demandé à François Barouin « Alors tu reviens ?» Et François Barouin lui a répondu « Ça dépend de la politique que tu mènes. » Donc, on sent qu'effectivement, il est sur le chemin du retour, de plus en plus. D'ailleurs, il en avait plus ou moins pris un engagement tacite avec Christian Jacob lorsque Christian Jacob s'est présenté à la présidence des Républicains. Ça devrait bouger avant l'été. C'est sans doute une réponse définitive de François Barouin avant l'été. Et puis voilà, je pense qu'après, la machine va se mettre en marche. Et c'est donc à lire cette semaine dans la nouvelle formule de l'Express. À la une du Point, Jérôme, on en a parlé, comment la CGT ruine la France. Oui, comment la CGT ruine la France. Formidable enquête de Béatrice Parinaud. Aussi les bonnes feuilles du nouveau livre d'Emmanuel Todd sur les luttes des classes au XXIe siècle, qui sera intéressant. Il y a des choses un peu aussi stupéfiantes dedans, comme l'a relevé Pierre-Antoine Delhomme. Vous verrez son papier, notamment sur le suicide de Bérégovoy. Il y a une phrase complètement très étonnante d'Emmanuel Todd que relève Pierre-Antoine Delhomme. Mais je veux aussi saluer la nouvelle formule de l'Express parce que c'est une vraie nouvelle formule. C'est-à-dire que souvent, les journaux, ils font nouvelle formule, etc. Là, c'est une vraie nouvelle formule. Il y a des idées, c'est audacieux, il y a beaucoup de papier dense. Et puis, par exemple, le magazine audio. Enfin, il y a plein d'idées, donc on salue évidemment cette nouvelle formule. Et on note à la une de Ouest France, Stéphane, Airbus, qui n'a jamais livré autant d'avions. Oui, les commandes s'envolent et en fait il y a 2 sites d'assemblage dans l'Ouest qu'on est allé voir, donc à Nantes et à Saint-Nazaire. Derrière c'est de l'emploi, de l'activité économique, donc ça nous intéresse. Eh bien, merci beaucoup. Bonne chance donc à la nouvelle formule de l'Express. Continuez à lire Le Point, Ouest France. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Demain à cette place, vous retrouvez Alexandre Poussard, l'invité politique. Ce sera le nouveau patron des Verts, Julien Bayou. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver depuis Rennes, votre ville, Stéphane, à 12h30 pour le premier débat des municipales, débat entre les 6 candidats aux municipales à Rennes, en partenariat bien sûr avec TV Rennes et Ouest France. Rendez-vous donc demain
demain à 12h30 en direct sur notre antenne. Merci messieurs, on vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.